Et bienvenue pour cet atelier pratique sur l'extension des compétences vaccinales du pharmacien. Il y a quelques mois, Cécile Michelet, juste après l'élection du bureau, m'a confié la mission de préparer cet atelier. Et donc, il m'a paru logique de me tourner vers l'UTIP Association pour créer cet atelier sur la vaccination. Si vous vous souvenez, l'année dernière, on avait déjà fait un atelier aussi avec l'UTIP sur justement la vaccination, mais qui était un petit peu différent, puisque là, la convention pharmaceutique a modifié amplement les choses. Donc je vous rappelle juste, l'UTIP Association, c'est une association de pharmaciens, loi 1901, qui a pour but l'information des pharmaciens. Et on est donc un réseau de bénévoles partout en France. Et on vous propose chaque premier lundi du mois une e-soirée et 3 focus les jeudis suivants pour vous tenir informés, notamment des actualités et puis de tout ce qui pourrait y avoir d'actualité à la fois pharmacologique, mais aussi pour la profession. Donc Nicolas Arsac, qui est pharmacien adjoint bénévole dans la région de Reims, va nous présenter les principes généraux et le calendrier vaccinal. Et je reviens moi ensuite sur la partie plus conventionnelle et perspective du coup qu'on a aujourd'hui, avec un aspect plus pratico-pratique. Et sans plus attendre, je laisse la parole à Philippe Bessé. Oui, donc en introduction de cette table ronde sur la vaccination, Alexandra m'a demandé de faire un rappel de la réglementation et de la mise à jour de cette réglementation concernant la vaccination par les pharmaciens. Donc, je pense qu'il est utile pour tout le monde de rappeler que la vaccination, c'est donc 3 actes faits par un ou plusieurs professionnels de santé. Ça commence par la prescription du vaccin, c'est-à-dire le contrôle de l'éligibilité de la vaccination, le contrôle donc du calendrier vaccinal pour ce faire, et ça induit donc une prescription de vaccins et éventuellement de l'acte d'administration. La prescription, premier acte. La deuxième acte, c'est la dispensation du vaccin, donc c'est-à-dire un acte qui, après prescription, est l'acte pharmaceutique de remise au patient du médicament vaccin. Le troisième acte, c'est l'acte d'administration du vaccin. Cet acte d'administration est donc l'injection du vaccin, l'inscription dans le carnet de vaccination et donc les explications à donner aux patients autour des effets secondaires indésirables potentiels de la vaccination, de l'acte d'administration. Alors, où nous en sommes? De tout temps, les pharmaciens, évidemment, c'est le monopole, sont les seuls à pouvoir dispenser le vaccin. Depuis l'avis de la Haute Autorité de Santé sur les 15 maladies dont on va parler pendant cette séance, le pharmacien est habilité à administrer le vaccin. Cette administration, elle a été vérifiée dans un acte réglementaire publié par le ministère de la Santé. Vous pouvez donc dès aujourd'hui administrer le vaccin. Le seul problématique, c'est que ce n'est pas remboursable. Vous pourrez à partir du 7 novembre, à cause de règles de respect de l'ONDAM sur lesquelles je ne m'étends pas, à partir du 7 novembre, vous pourrez administrer ces 15 vaccins après une prescription médicale. Donc je reprends, à partir du 7 novembre, le pharmacien est désormais habilité à dispenser et administrer le vaccin. Il nous manque un texte législatif pour mettre dans le marbre la possibilité de tarifer l'acte de prescription du vaccin, et il nous manque un avis de l'Agence nationale de sécurité du médicament qui ensuite permettra au ministre de la Santé de faire un arrêté permettant aux pharmaciens de prescrire le vaccin. Il est possible que dans cet arrêté figure une obligation de compléter la formation qui est actuellement a déjà été réalisée par les pharmaciens sur l'administration, parce que c'est le même type d'administration que pour la grippe et pour le Covid. Mais en revanche, il est évidemment très utile d'avoir des informations sur les pathologies, sur l'épidémiologie,
sur le calendrier vaccinal des 15 pathologies dont on parle. Donc il est possible qu'il y ait une remise à jour demandée par les autorités de santé sur la prescription du vaccin avant de pouvoir se lancer dans l'acte complet. Donc pour faire court, l'acte complet de vaccination, prescription, délivrance et administration sera possible au 1er janvier 2023, à condition que nous trouvions une majorité à l'Assemblée nationale pour voter le projet de loi de finances et sécurité sociale qui contiendra l'élément législatif qui nous manque. Voilà. Donc, un peu de patience pour la prescription, mais c'est déjà bon pour l'administration, et je pense que c'est nécessaire d'avoir cette séance, et je vous remercie à tous les deux de nous en faire bénéficier. Bonjour à tous, je me présente, je suis donc Nicolas Arsac, je suis pharmacien à Reims. Donc avant toute chose, je tiens à exprimer quelques remerciements donc, à l'ensemble de l'organisation du Congrès national des pharmaciens de Lille 2022, à la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France, son bureau national et l'ensemble de ses membres. Je tenais à remercier aussi Alexandra, qui a toute mon amitié pour son travail et son implication. L'UTIP Association dans son ensemble, qui partage avec moi la même rigueur scientifique, je leur suis très reconnaissant, et puis l'ensemble de l'auditoire, donc merci à vous surtout de votre présence. Donc la première partie se consacrera essentiellement sur quelques données scientifiques. Donc on commencera par la vaccination, donc très rapidement parce que vous savez beaucoup d'éléments, notamment les définitions et quelques rappels, on ira très vite. L'intérêt de la vaccination, c'est beaucoup plus intéressant parce que c'est des arguments vis-à-vis de nos patients. Les effets indésirables des vaccins, là aussi, arguments vis-à-vis de nos patients pour les rassurer. Composition des vaccins et classification, on ira très vite, parce que vous les connaissez aussi bien que moi. On passera un peu plus de temps sur les nouveautés du calendrier vaccinal 2022. On a souhaité, avec Alexandra, vous faire quelques petits rappels pratiques sur les rattrapages du calendrier vaccinal. Et puis, on avait choisi de travailler et sur le Covid et la variole du singe. Le temps, hélas, m'est un peu court, donc j'ai préféré travailler un petit peu sur quelques infos sur la variole du singe. Donc, tout d'abord, quelques définitions et quelques rappels. Donc, le vaccin. Et donc, j'ai choisi de prendre la définition de l'Agence nationale de sécurité des médicaments et des produits de santé. Donc, les vaccins sont composés d'une ou plusieurs substances actives d'origine biologique appelées antigènes vaccinaux, qui sont issus de bactéries ou de virus, capables de stimuler la production d'anticorps par notre système immunitaire. Alors, la notion importante, c'est qu'il faut vraiment considérer, donc c'est typiquement dans le domaine du pharmacien, considérer en fait les vaccins comme de véritables médicaments. Donc, pour le premier point, c'est que les vaccins sont des médicaments immunologiques et suivent donc tout le processus de l'ANSM, des essais cliniques jusqu'au contrôle et la vigilance. Ensuite, deuxième autorité incontestable, l'Organisation mondiale de la santé précise, elle, ce qu'est la vaccination. Donc c'est un moyen simple, sûr et efficace de nous protéger des maladies dangereuses dès le contact avec ces infections. Elle utilise donc les défenses immunitaires naturelles pour créer une résistance à ces infections et renforcer donc ce même système immunitaire. Les vaccins, toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, stimulent le système immunitaire pour créer des anticorps de la même manière que s'ils étaient exposés à la maladie. Donc, important, les vaccins, c'est l'OMS qui le dit, n'exposent pas le sujet à des risques de complications. La plupart des vaccins, vous le savez, sont administrés par injection. Certains se prennent par voie orale. Je suis désolé de citer quelques termes, mais Rotatec, Rotarix. Donc se prennent par voie orale ou aussi par aérosol nasal. Donc ça, ce sont les définitions destinées au grand public. C'est dans le site internet de l'OMS. Alors, tout de suite, vous voyez le terme « protéger les maladies ». En fait, il existe deux types de vaccins. Les vaccins qui sont des vrais vaccins préventifs, donc qui sont administrés à un individu en bonne santé, qui va donc le protéger. Ça, c'est les vaccins que l'on utilise tous les jours.
Mais il existe aussi des vaccins curatifs qui permettent de lutter contre une maladie en stimulant le système immunitaire d'une personne malade. Donc c'est une nouvelle approche thérapeutique que nous ne détaillerons pas ici, mais qui est très intéressante dans certains cancers hormonodépendants, notamment le cancer de la prostate ou dans certaines pathologies comme le VIH. Donc tout ce que je vais dire là concerne que la vaccination préventive, mais sachez qu'il existe deux types de vaccination. Donc la plupart des vaccins sont administrés par injection, et ce que vous faites depuis déjà de nombreuses années, vous utilisez la voie injectable. Et la voie à privilégier pour les vaccins, c'est la voie intramusculaire, car c'est la voie la mieux tolérée. Donc c'est le premier argument de la voie intramusculaire, c'est que c'est la mieux tolérée, et c'est ce qui permet de provoquer la meilleure réponse immunitaire. Autre voie possible que vous utilisez régulièrement, c'est la voie sous-cutanée. Vous l'avez utilisée depuis de nombreuses années aussi dans la vaccination contre la grippe chez les patients sous anticoagulants. Mais en fait, elle est recommandée aussi cette même voie sous-cutanée pour l'utilisation de certains vaccins, notamment les vaccins viraux. ROR, fièvre jaune, c'est possible. Et puis il y a la voie intradermique qui ne nous concerne pas, c'est la voie BCG. Alors c'est une voie qui est quand même relativement complexe et qui demande quand même une compétence médicale qui n'est pas pour l'instant du domaine du pharmacien. Donc l'administration du vaccin est un acte invasif et donc nécessite une formation du professionnel de santé. Les autres voies, je ne vais pas y rester 50 ans, la voie orale on l'a citée. Donc l'intérêt, c'est qu'on obtient une immunité locale, donc c'est intéressant pour les pathogènes qui utilisent la voie orale comme porte d'entrée. Donc on l'a dit, les rotavirus. Alors un petit mot, c'est surtout historique sur les vaccins polio. Il existe deux types de vaccins polio, un vaccin polio qui est introuvable en France, qui est un vaccin vivant par voie orale. Donc c'est réservé aux situations épidémiques, donc c'est un vaccin qu'on appelle le vaccin Sabin, à ne pas confondre avec le vaccin qui lui est inactivé par voie injectable, qui est un vaccin de type Salk, qui lui est disponible en France. La voie nasale, c'était le Fluenstretra, qui n'est pas actuellement disponible, mais c'est une voie d'avenir, notamment pour le Covid-19, donc différentes recherches, je vous ai mis Institut Pasteur et des équipes INRE, Université de Tours. Et puis d'autres voies, la voie intradermique. Donc en France, voie injectable, voie orale. Je passe sur les mécanismes d'action qui nous prendraient trop de temps, donc là je vous invite à revoir vos cours d'immunologie. Donc deux types de réponses à la vaccination. Une vaccination va provoquer en fait une réponse qui est une réponse humorale, donc qui repose en fait sur les lymphocytes B et la production d'anticorps, et une production aussi d'une voie cellulaire qui est moins spécifique, ce sont les lymphocytes T. Très important, il existe une mémoire, des lymphocytes B mémoire, des lymphocytes T mémoire, et donc la mémoire immunitaire, notamment avec les vaccins inactivés, inertes, doit être reboostée, doit être relancée par des rappels. Rôle du pharmacien, insister sur l'importance des rappels. Donc la première injection, ou les premières injections primo-vaccination, va être à l'origine d'une réponse immunitaire qui va être brève et peu spécifique. En revanche, la nouvelle injection, donc le rappel vaccinal, va être à l'origine d'une réponse qui va être beaucoup plus prolongée et beaucoup plus spécifique. Alors, quand est-ce qu'on met en place un rappel? Je vous dis, c'est la majorité des cas, vaccin inerte, vaccin inactivé. Donc ça dépend du type de vaccin et ça dépend aussi du statut immunitaire du patient. Un patient qui serait immunodéprimé aurait besoin de rappel. C'est la 4e dose de rappel Covid chez les patients immunodéprimés qu'on fait depuis plusieurs semaines. Donc ça, l'importance pour insister sur les rappels, c'est du rôle du pharmacien. Alors l'intérêt de la vaccination, donc l'OMS présente en fait comme 2 à 3 millions de vies qui seraient sauvées chaque année par l'acte vaccinal. Il y a un intérêt sanitaire et un intérêt économique. Et puis l'objectif de la vaccination, c'est éviter d'attraper, de subir la maladie, mais surtout les complications. Les complications qui peuvent être aggravées par la préexistence de certaines pathologies avant. Donc en France, on a éradiqué la polio, la diphtérie. Donc se vacciner, c'est l'acte de prévention le plus efficace pour lutter contre certaines infections et les complications et les séquelles. Donc, c'est pour ça que l'on suit strictement le calendrier des vaccinations
mis en place par les autorités sanitaires. Donc, efficacité nullement contestable, je vous prie de m'excuser, éradication totale de la variole classique et de la diphtérie. Les cas de tétanos existent encore en France, restent quand même modérés, et nous avons encore de la rubéole et nous avons encore de la rougeole. Donc, rôle essentiel du pharmacien, acteur essentiel de santé publique, et Alexandra y reviendra, c'est la nouvelle place du pharmacien dans le parcours vaccinal pour nos patients. Donc, la vaccination en France, vous le savez aussi bien que moi, il y a des obligations et des recommandations, voire des très fortes recommandations. Les obligations, c'est légal, il n'y a pas à discuter, ce sont les 11 valences depuis 2018 chez les nourrissons. Avant 2018, diphtérie, tétanos, polio. Maintenant, nous avons diphtérie, polio, tétanos, hémophilus, hépatite B, coqueluche, rougeole, oreillon, rubéole, rougeole, oreillon, rubéole ensemble, pneumocoque et méningocoque C. Après, vous avez les vaccins qui sont recommandés pour la population générale. Les mêmes 11 valences, mais aussi la vaccination anti-méningococcique avant 2 ans, c'est la nouveauté BEC0, on y reviendra. La vaccination anti-HPV chez les adolescentes et les adolescents. Et aussi, bien entendu, ça c'est depuis de nombreuses années, la vaccination antigrippale chez les personnes de plus de 65 ans. Ensuite, vous avez les vaccins recommandés en cas de risque élevé, qui peuvent même être quelquefois obligatoires, même dans certaines professions, les professions de santé. Donc je vous ai mis l'exemple, c'est la vaccination antipneumococcique pour certains états de santé fragiles, la leptospirose chez les égoutiers, chez tous les personnels de santé, vaccination contre les hépatites. Et la grippe dans certains cas, donc je vous ai remis en fait les recommandations de la grippe que vous connaissez aussi bien que moi. Vous remarquerez, entre parenthèses, chose qu'on a depuis plusieurs mois, la recommandation chez la femme enceinte. Les vaccins complémentaires, donc ça c'est pour les patients qui veulent une protection optimale. Grippe, on peut très bien faire une vaccination grippe si on n'est pas dans la recommandation, c'est possible. Donc voici le calendrier vaccinal simplifié. Vous retrouvez en bleu donc mes 11 valences obligatoires à faire donc chez les nourrissons entre 0 et 18 mois. Vous remarquerez que le méningocoque B, la ligne en dessous le cadre bleu, est placée comme recommandée et vous avez bien donc vos injections avec votre remboursement possible avant l'âge de 2 ans. Alors, qu'est-ce que l'on recherche? Eh bien, on recherche une protection individuelle, se protéger soi-même contre la pathologie et ses complications. Mais, argument supplémentaire, on protège aussi son environnement. On protège les personnes qui nous entourent. C'est ce qu'on appelle l'herd immunity, vous m'excuserez pour mon accent, l'immunité grégaire ou l'immunité de groupe. Donc là, c'est l'Institut Pasteur qui, à mon avis, donne la meilleure définition. Donc ça permet en fait de lutter contre une infection, mais surtout protéger la population d'une personne à l'autre. Donc ça va permettre, cette immunité collective, d'aller vers l'extinction de la pathologie. Donc voici le tableau qui est trouvable en fait sur le site Amélie et sur le site Vaccination Gouvernement. Vous voyez qu'en haut, l'épidémie de rougeole va toucher tout le monde parce que personne n'est vacciné ou presque tout le monde. Si on est vacciné, là c'est la ligne du milieu, on va protéger certaines personnes, mais malgré tout, l'épidémie va avoir lieu. Si un maximum de personnes sont vaccinées, en fait, on aura une personne malade qui va intégrer ce groupe, mais l'ensemble de la population sera protégée. Donc on protège soi-même, on protège les autres. Donc, exemple, le meilleur exemple, c'est la coqueluche. Ce que nous faisons depuis de nombreuses années, c'est la stratégie du cocooning. Donc vous savez, la coqueluche est une cause de mortalité chez les nourrissons. Donc en général, même les nourrissons de moins de 6 mois. Et donc la politique de vaccination repose sur 3 stratégies. La primo-vaccination des nourrissons obligatoire à partir de 2 mois avec des rappels itératifs. La vaccination, c'est nouveau, on va y revenir, de la femme enceinte ou à défaut en postpartum suite à l'accouchement avant la sortie de maternité. Et puis la vraie stratégie du cocooning, donc qui concerne toutes les personnes susceptibles d'être en contact étroit avec le nourrisson. Ça peut être les frères et sœurs, ça peut être les parents s'ils ne sont pas, ou même avant la conception,
Ça peut être les grands-parents, ça peut être les oncles et les tantes. Tous ceux qui sont en contact sont susceptibles de rentrer dans la stratégie du cocooning. Donc voici le tableau. Obligation avant 12 mois, le rappel à 6 ans, le rappel à 11-13 ans et la stratégie du cocooning qui regroupe en fait tous les adultes. Vous remarquerez, mais ça vous le savez aussi bien que moi, les deux grands types de vaccins combinés. Grand D, grand C, c'est les doses entières. Petit D, petit C, ce sont les doses réduites qui servent pour les rappels à partir en fait de l'âge adulte. Et si l'enfant a bien eu sa dose entière à 6 ans, on donne aussi une dose réduite à 11-13 ans. Donc, il y a un autre problème en pharmacie, c'est le rejet de la vaccination. Alors là, ça me prendrait trop de temps, c'est un sujet qui me passionne, mais ça prendrait trop de temps. Il faut savoir que de tout temps, si vous voulez, il y a toujours eu un rejet vaccinal, historiquement. Toutes les sociétés, toutes les sociétés, en fait, ont subi, en fait, une résistance à la vaccination, comme on peut avoir de la résistance à certaines thérapeutiques. Donc c'est un processus qui est soit individuel, la personne dans son coin, ou collectif. Donc c'est des processus d'émulation que vous subissez, hein, Internet, réseaux sociaux. Et puis en fait, ça a des conséquences et des origines qui peuvent être sociales, religieuses, culturelles, philosophiques, politiques. Souvent tout groupé, donc très complexe à analyser. Donc je vous invite pour information de vous adresser à cet excellent ouvrage. Je n'ai aucun lien d'intérêt, hein, je vous le dis tout de suite, mais c'est un excellent ouvrage anti-vax, notamment le dernier chapitre qui vous explique en fait tous les phénomènes actuels de rejet, et vous allez voir, ça brasse très très large. Donc difficulté pour le pharmacien, lutter contre cette population anti-vax, ne pas les combattre, essayer de les convaincre, mais la couverture vaccinale est quasi impossible à atteindre. Donc les effets indésirables des vaccins, ils sont mineurs et passagers. Donc comme tout médicament, il y a un processus de vigilance, en fait, qui est mis en place rapidement. Et la principale objection, ou le principal retour que vous avez, c'est douleur et rougeur au point d'injection. Elle est légère et modérée. Donc les effets indésirables sont rares et très très rarement graves. Il y a le phénomène allergique. S'il y a allergie à vaccin, cela ne concerne plus le pharmacien. Allergie à vaccin, je ne vous vaccine pas. Donc se référer au RCP de chaque produit qui vous diront en fait les effets indésirables à redouter. Alors les effets indésirables, vous avez des effets indésirables locaux, on vient de le dire, douleur au point d'injection, rougeur, œdème. Et puis vous avez quand même, il faut le savoir, c'est dans les RCP, des effets indésirables systémiques. Donc un épisode fébrile qui peut survenir rapidement ou un petit peu retardé, notamment avec les vaccins vivants. Des convulsions, c'est très très rare. Des céphalées, des myalgies et des arthralgies, des troubles digestifs à type notamment de diarrhée. Et chez l'enfant, normalement ça doit être de façon très ponctuelle et très courte, une baisse de l'appétit, voire même un caractère plus grognon. Les réactions allergiques, donc ça contre-indique l'utilisation des vaccins en pharmacie. Donc là, je vous ai mis un rappel en fait des différents effets secondaires répertoriés par type de vaccination. Alors il y a le cas particulier du BCG, qui est souvent traître, parce que ça apparaît souvent en retardement par rapport au moment de la vaccination. Donc c'est ce qu'on appelle entre autres les adénopathies, les BCG. Voilà, adénopathies, BCG qui sont localisées ou disséminées. Il y a un excellent article d'ailleurs, je ne sais pas si je peux le citer, du magazine Prescrire sur les BCG disséminés chez les enfants immunodéprimés. Donc voilà une adénopathie et voilà une BCG, voilà, qui est en fait au lieu d'injection du BCG, et j'insiste, ça peut apparaître plusieurs semaines après l'injection. Donc pas forcément facile d'y penser. Donc pour toute question, vaccination-infoservice.fr, pharmacovigilance. Quelques cas quand même où malgré tout, une consultation médicale doit être obligatoire, une forte fièvre, une éruption cutanée d'apparition brutale ou qui s'étend, les nourrissons qui souffrent de pleurs inconsolables, de perte d'appétit ou d'un caractère ronchon, certains nourrissons sont tout le temps ronchons, apathie ou somnolence anormale, les personnes en aggravation de l'inflammation, donc ça c'est consultation médicale.
Ce n'est pas du ressort. Alors, grand but de l'UTIP, lutter contre les idées reçues. Alors, je vous les cite, tout ça n'a aucune preuve. Donc, la vaccination des nourrissons ne déclenche pas la mort subite. C'est faux, jamais prouvé. La vaccination contre la coqueluche n'entraîne pas de dommages cérébraux. Pas actuellement. La vaccination RER ne déclenche pas ou n'aggrave pas un autisme. La vaccination contre les méningites et contre l'hémophilus n'augmente pas le risque de diabète, c'est faux. La vaccination contre l'hépatite B et le papillomavirus ne déclenche pas de sclérose en plaques. La vaccination contre les papillomavirus sera à l'origine de maladies auto-immunes, non. Donc, composition et classification simplifiée des vaccins. Donc, l'agent antigénique, l'antigène vaccinal, qui est à l'origine donc de l'immunité, des adjuvants, notamment l'aluminium, mais vous avez aussi des phosphates de calcium. Donc les adjuvants, en fait, sont surtout intéressants dans les vaccins inactivés, parce qu'ils permettent d'augmenter la réponse immunitaire. On a moins d'antigènes nécessaires, on a une meilleure réponse immunitaire. Et puis vous avez des excipients, parmi lesquels des antibiotiques. D'où votre question, est-ce que vous faites des allergies aux antibiotiques avant la vaccination? Classification simplifiée des vaccins. Alors il en existe plusieurs. Je vais aller au plus simple. Les vaccins vivants atténués, donc ce sont des germes vivants qui permettent d'avoir une réponse immunitaire qui est souvent rapide et durable, et les vaccins inactivés ou inertes qui ne contiennent pas d'antigènes vivants. Donc ça peut être la totalité de l'agent infectieux, c'est très très rare, il n'y en a pratiquement plus. Souvent maintenant c'est des fragments de l'agent infectieux, c'est le vaccin anti-grippe par exemple, ou le vaccin anti-diphtérie, le vaccin anti-coqueluche. Donc ce sont des morceaux, des parties de virus qui sont totalement inactivés, donc non vivants. Et vous avez les nouveaux vaccins, qui sont les vaccins en fait à base de matériel génétique. Donc c'est le génie génétique, comme contre le Covid, action qui est rapide, et c'est surtout, mais qui n'est pas à l'âge prolongé, donc souvent nécessité de rappel. Donc les vaccins vivants atténués, vous les connaissez, à cible bactérienne, c'est le BCG, et les vaccins à cible virale, je vous ai mis surtout fièvre jaune, RER, les rotavirus par voie orale, le vaccin oral contre la polio, la varicelle et le zona. Donc protection qui est rapide, mais pas prolongée, et peu spécifique. Une injection peut être suffisante, et les contre-indications, ce qui n'est pas le cas des vaccins inactivés. Les vaccins vivants sont contre-indiqués chez la femme enceinte, et ils sont contre-indiqués chez les personnes immunodéprimées. Les vaccins inactivés ou inertes, alors je vous prie de m'excuser pour la rature, c'est parce que je l'ai pris sur une thèse d'un jeune homme, mais il s'était trompé. Donc la grippe fait partie des vaccins à cible virale, mais sous-unitaire. Donc je l'ai transféré d'une colonne à l'autre, donc vous m'excuserez pour la rature. Donc souvent, c'est des vaccins à cible bactérienne, donc diphtérie, tétanos, les méningocoques, et puis la coqueluche acellulaire. Donc là, en revanche, on n'a plus de pouvoir infectant de l'antigène, ils sont plus sûrs, mais nécessité d'un rappel. Et donc ce sont les vaccins qui nous concernent, nous pharmaciens. Nous, on ne s'adresse qu'à ces vaccins-là. On s'adresse qu'aux vaccins inactivés ou inertes. Et on s'adresse qu'au rappel. On ne s'occupe pas de la primo-vaccination. Donc, je serais tenté de dire, je vais être vulgaire, cool. Le risque est très très limité. Voilà. Donc ça, c'est des vaccins commercialisés en France, vous les connaissez aussi bien que moi. Donc le calendrier vaccinal, vous le connaissez. En bleu, donc ce qui est obligatoire, donc les 11 valences. Vous avez le rappel du DTCA polio, en fait, à 6-8 ans. Le rappel à 11-12 ans encore. Et vous avez, ce qui est intéressant, la nécessité ou la très forte recommandation de l'HBV chez les adolescents et adolescentes. Donc quelles sont les nouveautés? Donc c'est, on a déjà cité, la nouveauté 2022, c'est on recommande fortement la vaccination de la coqueluche chez la femme enceinte au deuxième trimestre de grossesse, en privilégiant entre la 20e et la 36e semaine d'aménorrhée. Vaccin tétravalent, c'est-à-dire petite diphtérie, petite coqueluche. Vaccination contre les méningocoques de sérogroupe B chez les nourrissons de 2 mois à 2 ans, 2 injections plus un rappel, 3 injections à faire, donc première dose à 3 mois, deuxième dose à 5 mois et rappel à 12 mois.
La grippe saisonnière, donc recommandée aussi maintenant pour les professionnels de santé qui sont en contact avec des animaux qui souffrent de grippe, voilà, en sachant qu'on ne connaît pas très bien les processus de transmission, mais on s'est rentré dans la population recommandée. Et pour info, l'Influvac Tétra peut être désormais utilisé à partir de l'âge de 6 mois. Dernier vaccin, un vaccin Trumanda, qui est à partir de 10 ans, qui n'est pas remboursé. Donc ça, c'est pour la prévention contre les invasions méningocoxiques par Neisseria meningitidis, mais chez l'enfant de plus de 10 ans, non remboursé, et c'est pour les cas à risque. Le rattrapage, les points essentiels, chaque dose de vaccin reçu compte. Donc on ne recommence plus jamais tout à zéro. C'est le plus simple, vous ne pouvez pas vous tromper, tout ce qui est fait n'est plus à faire. À partir du moment où l'âge minimal est assuré, que l'intervalle entre les doses est assuré et que la dose antigène est adaptée. On se cale toujours sur le dernier calendrier vaccinal en vigueur, en l'occurrence en 2022, dans les PAM recherchés des 2013 ou des 2003. Tous les vaccins peuvent être administrés le même jour, ça c'est très important. On peut administrer jusqu'à 4 vaccins par jour. Notamment, on peut administrer plusieurs vaccins ensemble quand ils sont inertes ou inactivés. C'est ce que vous avez fait d'ailleurs en faisant grippe plus Covid. On pourrait très bien faire diphtérie, tétanos, polio plus Covid, puisqu'on est tout ça dans l'inactivé. En revanche, par contre, on laisse un espace minimum de 2,5 cm entre les points d'injection, dans la mesure du possible. Et une exception, c'est les vaccins vivants. Les vaccins vivants, notamment la fièvre jaune et le RER, on nous recommande fortement 1 mois entre les deux, qui sont 2 vaccins vivants. On considère la tolérance, c'est-à-dire en fait qu'on limite le nombre de rendez-vous, vaut mieux en faire plusieurs le même jour, s'assurer que le rappel est assuré, plutôt que faire revenir la personne. Et puis, on protège toujours en priorité contre les infections sévères. Tétanos, c'est qu'à n'importe quel âge. Coqueluche avant 6 mois, vous le savez. Tout ce qui est infection invasive chez le nourrisson au sens large. La rougeole dès que possible. Et le papillomavirus chez les adolescents et les adolescentes. Il n'est pas dangereux, là aussi cool, quand c'est inactivé ou inerte, il n'est pas dangereux d'administrer un vaccin chez une personne qui est déjà humain. Donc il n'y a pas de risque. Et on fait le rattrapage le plus rapidement possible dès qu'il est repéré, rôle du pharmacien, de repérer donc les écarts ou les retards dans le calendrier vaccinal. Donc en fait, on regarde simplement le nombre de vaccins que le patient doit recevoir à son âge. Et on rattrape le plus rapidement possible. Donc il n'y a rien de compliqué, il n'y a rien de sorcier, il faut faire vraiment plus simple. Alors très rapidement, parce que j'ai plus trop le temps, la variole du singe. Alors c'est des données qui ne sont pas forcément très récentes parce que c'est encore modifié. Donc ça c'est des données qui sont du 16 juin. Donc au 14 juin, on avait 125 cas. Alors apparemment depuis le début de semaine, on était à plus de 200 cas. 125 cas confirmés, âge médian 35 ans, et avec des cas de personnes immunodéprimées. Donc il y a des recommandations sur 2 vaccins qui s'appellent l'Invanex et les Jynneos, qui ne nous concernent pas, de la firme Bavarian Nordic. Et donc, dans un arrêté, en fait, je crois que c'est un arrêté du journal officiel, le ministère a autorisé l'utilisation de ces 2 vaccins, mais dans des cadres très précis. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit des personnes qui ont eu un contact physique avec une personne malade. Donc c'est très, quand même, il faut qu'il y ait un contact physique non protégé avec une peau lésée ou des fluides biologiques. Et le deuxième cas, c'est les personnes qui ont un contact non protégé, mais à moins de 2 mètres pendant 3 heures. Donc vous voyez, c'est quand même très très spécifique, ça concerne un nombre limité de personnes. Et donc, les vaccins préventifs, c'est Invanex en Europe et Jynneos aux États-Unis. Les 2 sont utilisables en France. Et donc, ce sont des vaccins de 3e génération. Donc pour ceux d'entre vous qui ont été vaccinés contre la variole, ce n'est pas du tout les mêmes générations des vaccins. Les vaccins que vous avez eus, c'était 1re et 2e génération. Là, on est dans un autre système, 3e génération. Donc c'est souche virale hautement atténuée, d'une souche, peu importe, la caravirus. Et donc ce sont des antigènes non réplicatifs, ce qui n'est pas le cas des 1re et des 2e générations. Donc le risque est très limité. Voilà, et c'est un peu le même processus de conservation que le Covid. En cas de contact à risque, voilà le protocole. Donc à faire le plus rapidement possible, de préférence dans les 4 jours, au maximum 14 jours plus tard,
et ces schémas à 2 doses espacées de 28 jours, et une dose c'est, vous voyez, virus sous-cutané. Donc une dose de 0,5 ml par voie sous-cutanée. Si des personnes sont immunodéprimées, c'est 3 doses. Et enfin, pour ceux qui ont déjà été vaccinés contre la coqueluche, eh ben, c'est qu'une dose de rappel. Il n'y a pas besoin d'en faire 2. Je vous remercie énormément de votre attention. Et je remercie aussi Alexandra et je laisse la parole. Merci Nicolas pour ton intervention très claire, comme toujours. Hop, je vais juste mettre le deuxième diaporama. Du coup, je vais vous présenter rapidement, on aura un petit temps d'échange avec des questions s'il y en a bien sûr. Donc, vous savez qu'on a eu plusieurs textes qui nous ont permis la vaccination, des décrets, des autorisations qui sont venues au fur et à mesure. Donc, je tenais à vous faire un petit rappel de l'historique de la vaccination. Donc, si vous vous souvenez, on a d'abord eu une expérimentation dans 2 régions de la vaccination grippe dès 2017. Comme cette expérimentation était concluante, on est passé ensuite à 4 régions avant d'étendre à toute la France en 2019, uniquement donc pour la vaccination grippe. Si vous vous souvenez, à ce moment-là, il a été nécessaire de faire des formations sur la vaccination. Il a été nécessaire aussi que chaque pharmacien soit déclaré auprès de l'ARS pour la partie formation. Donc cette partie formation qui contient justement une partie sur l'acte vaccinal. Ensuite, en 2021, suite à la crise sanitaire, on a obtenu une vaccination dérogatoire contre la Covid-19 par le pharmacien. Et depuis donc, le mois de juillet, on a autorisé à vacciner les préparateurs. Et je reviendrai sur ce point-là tout à l'heure, parce que c'est vraiment une dérogation dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Cette vaccination possible aujourd'hui par le préparateur uniquement dans le cadre de la Covid-19. Et on a eu en même temps l'autorisation donc pour les étudiants formés dès la 4e année d'études, justement de vacciner aussi contre la Covid. Ensuite, suite à la signature de cette convention pharmaceutique en ce début d'année, on a toute une série d'avancées pour nous pharmaciens. Donc, on a donc, notamment la revalorisation de l'honoraire de vaccination antigrippale. Donc, vous savez que cet honoraire de vaccination, il va être porté à 7,50 €, TTC donc pour la métropole. Alors, comme on est dans un congrès syndical aussi, je vous ai remis les gains pour le réseau. Donc, ça représente 5,2 millions d'euros pour le réseau de la pharmacie. Ensuite, cette convention pharmaceutique nous a permis de fixer aussi 2 honoraires pour les autres vaccinations à partir de 16 ans. Et donc là, on a eu une belle annonce hier dont je vais vous reparler tout à l'heure. Donc les honoraires, ce sera donc 7,50 € si le vaccin est prescrit par un médecin et pour tout vaccin à prescription médicale facultative. Lorsqu'on sera dans le cas de vaccins pour lequel on n'a pas de prescription, et comme l'expliquait Philippe tout à l'heure, on deviendra du coup prescripteur. Dans ce cadre-là, on aura une revalorisation de l'acte de vaccination à 9,60 € pour la métropole. Et ça sera le cas aussi pour donc les vaccins à prescription médicale obligatoire, lorsque nous aurons la prescription, effectivement, ou par la suite, lorsque nous aurons la possibilité, nous, de devenir prescripteurs de ces vaccins, donc à peu près au début de l'année prochaine, du coup. Et si vous vous souvenez, pour la vaccination grippe, lorsque votre patient arrive à l'officine et qu'il n'a pas de bon de prise en charge, vous avez la possibilité de lui éditer un bon de prise en charge sur le portail de l'assurance maladie. Et donc là, on sera dans le même système. Il faudra aller télécharger et remplir un bon de prise en charge donc sur le portail de l'assurance maladie. Je vous ai rappelé là qu'on aura une majoration pour les DROM de 1,5. Donc les tarifs que je vous ai annoncés là, c'est vraiment les tarifs pour la métropole. Et là, on estime le gain pour le réseau à 32 millions d'euros. Ce gain pourrait être augmenté puisque on va voir tout à l'heure qu'il se pourrait qu'on puisse administrer et prescrire ces vaccins en dessous de 16 ans, peut-être assez rapidement. Donc comme l'a redit tout à l'heure Philippe, on est bien d'accord aujourd'hui, on ne peut pas prescrire le vaccin en dehors de la grippe. Par contre, vous pouvez administrer le vaccin.
Pour les vaccins pour lesquels vous auriez une prescription, vous pouvez l'administrer, pas de remboursement possible de l'acte. Et pour les vaccins à prescription médicale facultative, vous pourriez être amené, là aussi, à les injecter. Donc les vaccins autorisés à l'officine, le décret qui est paru à la suite de la signature de la Convention, donc le 21 avril, vous répertoriez les vaccins. Donc on a la grippe saisonnière, ce qu'on faisait déjà, diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, papillomavirus humain, les infections invasives à pneumocoque, virus hépatite A, hépatite B, les méningocoques, donc sérogroupe A, B, C, Y, W, et la rage. Alors là, je vous ai repris un petit peu le calendrier vaccinal simplifié qu'a montré tout à l'heure Nicolas, et je vous ai mis en fait des petites flèches. Je ne sais pas si vous voyez ma souris, mais je ne crois pas. Je ne sais pas si on la voit. On la voit pas. En tout cas, je vous ai remis ici des flèches rouges qui reprennent justement les vaccins qu'on aura l'autorisation justement de prescrire, d'administrer et bien sûr de délivrer. Et donc, vous voyez notamment ici sur cette ligne-là, diphtérie, tétanos, polio, on va se concentrer donc principalement sur les rappels à 25, 45, 65 ans et ensuite tous les 10 ans. Donc avec les âges de la vie qui pourront vous permettre, lorsque vous voyez votre patient, de lui rappeler la nécessité de faire son rappel. Donc la coqueluche, Nicolas en a parlé, donc je ne reviens pas dessus. Ensuite, vous avez le vaccin hépatite B et il a bien fait le rappel sur le rattrapage vaccinal, s'il n'y avait pas eu de vaccination, puisque là on se souvient que c'est parmi les 11 vaccins obligatoires. Et puis après, pneumocoque, méningocoque, bien évidemment HPV, pour lequel on aura certainement pas mal de rattrapage à faire, puisque vous savez que la vaccination par le HPV en France a un retard par rapport à d'autres pays, européens bien sûr, et transatlantiques. Et bien sûr, le rappel de la vaccination grippe tous les ans. Je vous avais remis les vaccins commercialisés, mais Nicolas en a reparlé. Les tableaux de vaccination recommandés chez l'adulte. Donc nous, vraiment, on se concentrera d'abord sur ceci. Et quand on démarrera la vaccination, bien sûr, la ligne la plus facile, ça sera diphtérie, tétanos, polio, avec les âges de la vie, où il faut penser à demander à nos patients si les rappels ont été réalisés. Et comme l'a redit Nicolas tout à l'heure, vraiment avoir à l'esprit que lorsqu'on n'a pas de notion de vaccination, si on refait une dose, ce n'est pas grave. Donc il faudra vraiment prendre en compte la dernière dose réalisée, parce qu'on va avoir des soucis nous aussi par rapport au dossier du patient que nous n'avons pas forcément, et donc on sait que beaucoup de nos patients aujourd'hui n'ont plus de carnet de santé. Donc ça, Nicolas l'a revu. Ensuite, je vous ai remis ici le lien sur lequel vous pouvez aller télécharger le calendrier, les recommandations vaccinales 2022. Alors bien évidemment, c'est de celui-ci qui est issu en fait le calendrier simplifié que je vous ai remis après l'avoir commandé notamment sur le CESFAM. Et donc c'est un ouvrage qui fait, je crois, 80 pages, dans lequel on reprend justement toutes les vaccinations et les temps auxquels il faut les faire. Donc en pratique à l'officine, on est bien d'accord, aujourd'hui le pharmacien il peut administrer les vaccins. Par contre, il n'y a pas de prise en charge par l'assurance maladie de ces administrations. Donc on aura une prise en charge à partir de l'automne revalorisée pour la grippe. Donc on va commencer la campagne de vaccination antigrippale à l'ancien tarif, pour la poursuivre ensuite avec le nouveau tarif. Et donc là, Philippe en a reparlé tout à l'heure, on a un décalage d'interprétation des textes entre les juristes de la profession et la CNAM. Et donc, voilà, on aura une application de cette revalorisation au 7 novembre et non pas au 1er octobre, donc 6 mois après la Convention. On a donc une exonération de TVA sur les axes d'injection du vaccin. Comme la prise en charge, je vous en ai reparlé, et donc la vaccination grippale, donc début de la vaccination grippale à 6,30, 6,60 pour les drames, et puis on passera ensuite à 7,50 € au 7 novembre. Ensuite, je vous ai remis ici quelques outils d'aide à la vaccination, donc notamment quelques petites infos où vous pouvez aller commander. Je vous ai remis le portail de commande du CESFAM, je ne sais pas si vous y allez de temps en temps, mais ça peut être vraiment intéressant là d'y aller pour la vaccination. Vous y retrouvez le calendrier 2022 des vaccinations, vous pouvez télécharger le guide que je vous ai montré tout à l'heure, vous pouvez commander ce calendrier simplifié de vaccination qui permettront quand même à vous et votre équipe facilement d'avoir le calendrier vaccinal en tête.
Vous pouvez commander aussi des carnets de vaccination. Et puis vous avez toute une série de brochures aussi sur la vaccination, des affiches de campagne de vaccination qui pourront vous être utiles justement pour relayer l'information. Ensuite, je vous ai remis quelque chose qui est assez de saison avec l'apparition des vacances. Vous avez les conseils aux voyageurs sur le CESFARM et dans la partie du milieu préparez votre voyage, vous retrouvez justement les petits conseils concernant les vaccinations du voyageur. Ensuite, vous parlez un petit peu de la formation. La formation, comme on l'a dit tout à l'heure, on ne sait pas encore exactement ce qu'il y aura dans cette formation. Donc, vous vous souvenez que pour la vaccination antigrippale, on a dû faire au départ des formations qui avaient une durée de 7 heures. On est passé ensuite à 6 heures. Ensuite, on a eu pour l'extension, pour les préparateurs, on a eu une formation par les pairs qui était possible. Là, effectivement, dans le cadre de l'extension vaccinale, on devrait avoir, comme on l'a dit tout à l'heure, une nécessité de formation, mais à ce jour, on ne connaît pas les modalités de cette formation. Donc, les organismes de formation seront là, bien sûr, sollicités. Ça sera probablement une formation validante par un organisme de formation. Par contre, est-ce qu'on aura une partie à nouveau sur l'administration du vaccin pour ceux qui ont déjà fait la partie administration du vaccin? Ça serait quand même un peu redondant. Maintenant, on devrait avoir un détail sur les pathologies et certainement sur les différents types de vaccins, les effets indésirables et comme l'a redit Nicolas tout à l'heure, notamment les objections à la vaccination. Et on attend bien entendu aussi un questionnaire prévaccinal comme on l'a eu pour la vaccination contre le Covid. Je voulais juste vous refaire un petit point sur la vaccination Covid. Donc vous savez que la vaccination Covid, c'est vraiment dans le cadre de l'état d'urgence qu'elle nous a été accordée. Et vous avez vu qu'elle ne fait pas partie des 15 vaccinations qu'on aura le droit de faire par la suite. Donc il se peut qu'on soit amené à ne plus pouvoir vacciner contre le Covid à un certain moment. Donc c'est vraiment une mission dérogatoire dans le cadre de l'état d'urgence. Ça paraît assez hallucinant, mais pour l'instant, il ne fait pas partie des vaccins qui sont dans le décret qui est paru au mois d'avril. Comme je vous l'ai dit, vraiment les préparateurs, ils ont été ajoutés aux professionnels pouvant participer à la vaccination, mais c'est dérogatoire. Et aujourd'hui, les textes ne prennent absolument pas en compte le préparateur pour la vaccination par ces 15 vaccins. Ni la grippe. La grippe, c'était une dérogation là aussi dans le cadre de l'état d'urgence, mais à partir de l'automne ou à la fin de l'état d'urgence, voilà, qu'est-ce qu'il en sera exactement. Et enfin, la dernière nouveauté, celle d'hier, donc la présidente de l'HAS a annoncé avoir voté en conseil d'administration, avoir voté l'administration et la prescription des vaccins pour les enfants à partir de 2 ans. Donc ça, c'est très important pour nous puisqu'on avait jusque-là dans le texte la vaccination à partir de 16 ans. Alors, ils ont voté donc ceci de façon très large, sauf pour les immunodéprimés. Par contre, on aura un texte qui sera publié la semaine prochaine, a été annoncé par la présidente de l'HAS. Donc scrutez bien ce qui est annoncé la semaine prochaine, les professions qui seront concernées justement par cette extension de possibilités d'administration et de prescription. Et il se peut effectivement que nous soyons amenés à vacciner bien plus tôt que finalement les 16 ans. Donc à voir ce qu'il y a dans le texte par la suite. Mais on a de belles perspectives, en tout cas, on voit que la profession s'est bien battue pour la vaccination depuis de nombreuses années, qu'on a montré qu'on savait faire, qu'on était au rendez-vous, et je pense qu'avec la vaccination Covid, ça a vraiment accéléré les choses, et maintenant, comme dit, à vous de jouer, et puis soyez au rendez-vous des vaccinations, toutes, sur l'extension de la vaccination. Voilà. Je ne sais pas si vous avez des questions. Merci à tous deux, c'était très clair et très scientifique. Juste Nicolas, tu as envisagé les vaccins ARN et tu es passé un peu vite dessus en disant que pourquoi il y aura une dose réitérée et pourquoi ça ne tient pas plus longtemps. Est-ce qu'il y a des sous-variants avec un motif antigénique qui change chaque fois et nos anticorps ne s'adaptent pas, ou alors c'est le vaccin ARN qui n'est pas suffisamment, qui ne tient pas dans le temps? Point d'interrogation.
Merci Abraham de ta question. Je pense que c'était simplement une constatation, excuse-moi, une constatation d'un fait, c'est-à-dire en fait qu'effectivement un vaccin ARN, comme j'ai dit, a pour avantage quand même d'être relativement adaptable, hein, puisqu'on peut rapidement, si tu veux, en refaire. C'est rapide, quand même le Covid, même si on en souffre depuis quelques mois, c'est quand même un phénomène relativement récent, hein, c'est à 3 ans. Donc on a réussi à avoir des vaccins quand même avec une rapidité quand même qui était inégalée avant. C'était simplement une constatation, Abraham, en fait. Si tu veux, c'est que force est de constater qu'on est obligé de revenir à la vaccination rapprochée. Est-ce que ça sera le cas pour les autres vaccins à base de matériel génétique? Je n'en sais strictement rien. Force est de constater que de toute façon, la 4e dose est recommandée maintenant pour la quasi-population qui ne l'a pas eu. Donc c'était une constatation, tout simplement. Je n'ai pas les infos scientifiques pour l'avenir, mais certainement que dans l'avenir, il y aura des vaccins à base de matériel génétique. D'ailleurs, je me permets un petit point. La classification que j'ai présentée là est très simplifiée. Hein. On pourrait très bien sortir des vaccins à base de matériel génétique et refaire une autre sous-catégorie qui n'est pas dans les vaccins inactivés. C'était un peu simplifié, je veux bien l'admettre. Est-ce que c'était pas parce qu'on était dans l'urgence de l'épidémie et du coup il y a eu une réduction maximum d'adjuvants pour que ça convienne au plus grand nombre de personnes et de ce fait la réponse immunitaire est moins forte? C'est pas impossible. Je me permets simplement, pour rebondir sur votre excellente remarque, par exemple le vaccin anti-grippe n'a pas d'adjuvant aluminium. Ça, c'est un argument que vous donnez tous les jours quand vous vaccinez contre la grippe. Et on le fait, entre guillemets, que tous les ans. Force est de constater aussi que la vaccination anti-grippe, on le fait à plus 4 mois, plus 6 mois. La vaccination anti-Covid, excusez-moi. Oui. Oui, c'est vrai aussi. Mais des fois, si vous voulez, d'une année sur l'autre, les vaccins sont les mêmes. Donc ça ne fait que... voilà. Mais effectivement, votre remarque est fortement probable. Oui. Peut-être qu'il n'y a pas d'adjuvant et que c'est que le matériel génétique seul. Ah, une dame. Moi j'avais une petite question, alors pour le coup très pratique, mais qui sera évolutive. En fait, à partir du moment où on a le droit d'injecter les vaccins, si le patient se présente avec l'ordonnance, qui souhaite qu'on lui injecte parce que c'est plus simple plutôt de retourner, comment est-ce qu'on fait pour que ça figure et que le médecin soit informé du fait, enfin la mise à jour finalement du carnet de santé, du carnet de vaccination? À terme, c'est avec mon espace santé, j'imagine, mais est-ce que c'est déjà possible pour nous? Enfin, ce sera... Alors aujourd'hui, on pourra effectivement mettre la délivrance et donc l'ajouter dans l'espace santé. Après, mon espace santé, maintenant, tant que tout n'est pas activé, il faudra normalement informer aussi le prescripteur ou le remettre dans le carnet de vaccination du patient s'il en avait un. D'accord. Donc nous, on est habilité à rajouter la mention le tampon, on le fait pour la grippe, hein, déjà. Même pour les enfants, donc c'est voilà, on est également à condition que les textes. Quand ce soit. Alors à partir de 16 ans, on pourra. Maintenant, il faudra effectivement qu'on ait l'autorisation, et si on fait partie des professionnels qui ont l'autorisation, pour les enfants. Juste une petite remarque. Pensez qu'il y aura une formation obligatoire, mais elle n'est pas encore définie. Et j'ai insisté là-dessus. On voit fleurir de nombreuses formations là sur la vaccination. Ces formations aujourd'hui, elles ne vous permettront pas l'administration des 15 vaccins. Donc du coup, soyez juste attentifs au fait que vous pouvez vous former sur la vaccination. C'est une excellente chose pour être prêt, mais tant qu'on n'a pas la publication des textes, il faudra peut-être là aussi refaire une formation dont on n'a pas la teneur, ni le contenu, ni la durée, ni les modalités exactes. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne pense pas qu'on nous rajoute l'acte vaccinal pour ceux qui l'ont déjà, mais on a aussi des pharmaciens qui ne sont pas encore formés à l'acte vaccinal, et on aura différents modèles de formation, certainement, avec des formations qui reprennent l'acte vaccinal pour ceux qui n'auraient pas encore, et des formations qui reprennent l'administration de ces 15 vaccins qu'on vous a cités.
En tout cas, soyez au rendez-vous de la vaccination. Et puis, s'il n'y a plus de questions, on va clore la séance. Je vous remercie pour votre présence. Et n'oubliez pas votre adhésion à l'UTIP pour qu'on puisse vous proposer encore plus d'informations, notamment lorsque la vaccination sera effective. Bonne rentrée à tous et à bientôt. Au revoir.